L'effet patrimoine spécial immobilier haut de gamme, comment investir notamment dans les clubs deals et quels sont les pièges à éviter. On va ouvrir le capot avec nos experts, Paul-Éric Perchaud de Mimco Asset Management, Benjamin Durand de B. Durand Capital Partners et Alexandre Souly de Letus Private Office. Messieurs, dans cette première partie, avec vous, on a vu effectivement que cette pierre, elle attire toujours autant. On dit Paris, le lingot d'or de la pierre, mais on a aussi d'autres, évidemment, solutions, des hôtels, des pieds d'immeubles, des bureaux, évidemment. Ce que je voudrais savoir avec vous, premièrement, Paul-Éric Perchaud, c'est justement comment vous sélectionnez les actifs pour vos clubs deals. On a vu qu'il y a une... Voilà, on a dit, il faut savoir trier, faire la part des choses. Comment vous les sélectionnez, ces clubs deals ? Alors, la première étape, c'est vraiment avoir une analyse très rigoureuse de l'opération, donc les fondamentaux, l'emplacement, le prix, les comparables. On réalise systématiquement des cash flows, des business plans avec des TRI, avec les marges qui peuvent être réalisées. Et c'est vrai que le deuxième aspect qui est très important, c'est aussi la qualité du réseau, la qualité du sourcing. Et après un certain nombre d'années, on arrive à s'entourer, à recevoir des deals, ce qu'on appelle les deals qu'on préfère, les deals off-market, qu'on peut recevoir de la part d'un avocat, d'un architecte, d'un broker, d'une relation de travail qu'on a pu avoir avant. Donc, c'est ce réseau qui nous permet d'avoir effectivement plusieurs centaines d'opérations reçues par an et de pouvoir en sélectionner quelques-unes, en tout cas nous pour Mimco à peine une dizaine par an, qu'on va proposer ensuite à nos clients. Concrètement, on vous dit, tiens, voilà, un notaire, un avocat, une connaissance, tiens, ce bel hôtel particulier dans le 8e, il est à vendre, personne ne le sait, mais ça pourrait vous positionner. Complètement. Et ensuite, on va faire toute l'analyse que j'ai décrite sur tous les ratios. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au fil des années, à force de recevoir des opérations et de toutes les garder en base de données, on peut comparer aussi. Donc on peut voir l'évolution des prix, on connaît un peu plus les prix, on connaît le marché. Et d'où effectivement l'importance de pouvoir s'entourer d'un expert, d'un asset manager qui connaît, qui justement a cette notion des prix et de la rentabilité et des risques aussi. Parce que sur des opérations value-add, ça implique beaucoup de travaux, des autorisations administratives très, très souvent. Donc il faut bien maîtriser ces risques-là pour pouvoir aller jauger la valeur d'un actif. Alexandre Souly, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un hôtel. Vous avez accompagné un client pendant 3 ans pour son hôtel 5 étoiles. Justement, vous intervenez dans des aspects très opérationnels. Comment vous placez la limite entre le conseil patrimonial et la gestion de projets immobiliers ? Je pense effectivement c'est le rôle des multifamily office. Et on connaît tous nos clients et ils attendent un accompagnement au quotidien sur leurs opérations. Et donc sur ces sujets-là, on a appris à côté de clients sur des opérations dédiées jusqu'ici. Et aujourd'hui, on essaye d'élargir le spectre. On avait fait le constat que la classe d'actifs immobiliers était souvent mal adressée, même chez les grandes fortunes. Par exemple, actuellement, on fait un club deal avec nos clients sur une restructuration d'une villa à Cannes. Mais plutôt que de recevoir le dossier et de l'envoyer à nos clients en disant il y a une jolie villa avec un prix d'acquisition intéressant, non, on va joindre nos forces, on a acheté cette villa, on s'est associé avec un architecte de renom sur place et on va tout au long de l'opération assister nos clients sur cette opération. Eux, en même temps, il y a une vertu un peu pédagogique parce qu'ils découvrent le métier de marchand de biens et on espère pouvoir livrer cette maison, on va dire, aux horizons de l'été 2026 et de faire une jolie opération. Donc en 2 ans, c'est ça, 24 mois ? Oui, c'est 24 mois à peu près de restructuration. D'accord, donc ils participent finalement, ils sont partie prenante du projet. Il y en a certains qui sont investisseurs et d'autres qui veulent apprendre et qui nous appellent tous les 15 jours en nous demandant où on en est, qui veulent se déplacer sur place pour apprendre, voir comment on mène ce genre de projet. Benjamin Durand, vous nous avez parlé de club deal alors de différentes tailles, puisqu'on a vu qu'on avait des petits, des moyens et des gros club deals. Comment on structure justement des club deals de 10 à 100 millions d'euros ? Alors 10 à 100 millions d'euros, c'est une fourchette qui est déjà assez large. Quand vous êtes à 10, 20 millions d'euros, je dirais que ça peut être du club deal, un peu friends and family, comme on disait tout à l'heure. Combien de personnes ? Une dizaine de personnes, un peu moins ? Oui, je dirais que sur une opération à 10 millions, disons, si c'est du marchand de biens, il va falloir 3 ou 4 millions d'equity, le reste en dette. Il faut éventuellement prévoir du capex aussi, un mix equity-dette. Donc disons qu'il faut 5 millions d'equity, ça veut dire 5 personnes à 1 million d'euros ou 10 personnes à 500 000 euros. Voilà, ça fonctionne comme ça. Sur les opérations plus grosses, il faut toujours avoir ce ratio un peu 30-40% d'equity et puis le reste en dette, selon les conditions de marché qui évoluent. Et c'est d'ailleurs la temporalité des club deals a un gros impact sur les club deals value-add en tout cas. Oui. Elle a évolué ces dernières années. Il y a des choses qui ont été bloquées. Oui, les conditions de financement des banques se sont durcies avec la hausse des taux, avec
le resserrement monétaire. Donc clairement, l'accès au marché est plus compliqué. Mais c'est aussi la beauté de l'immobilier, c'est que c'est un marché qui est intermédiaire. Donc on est obligé d'aller avoir une connaissance fine et presque locale du marché pour aller sourcer les meilleures opérations, parce que il est rare, quand vous habitez Paris, qu'on vous propose la meilleure opération à Toulouse et qu'elle n'ait pas déjà été vue par tous les locaux du coin. Donc si elle arrive jusqu'à vous, c'est soit que vous êtes très proche du promoteur ou de l'opérateur, soit qu'il y a une anomalie. Et c'est ça la difficulté de l'immobilier, c'est que, et aussi son attrait, c'est qu'on peut faire des marges importantes pour l'investisseur, mais à la condition souvent d'être assez local et de travailler avec un track record et des datas qu'on va connaître depuis des années sur des marchés assez niches et locaux. Ouais, on a fait plusieurs émissions sur le private equity dans l'effet patrimoine. On a l'impression que c'est assez similaire, finalement, beaucoup de deals. Et finalement, quand il y a un deal qui sort et que tout le monde a vu, c'est pas forcément le meilleur. Bien évidemment, il vaut mieux être sous les radars. Paul-Éric Perchaud, justement, on va passer aux questions un petit peu plus poil à gratter, je dirais. On entend souvent que ces club deals sont des produits ultra filtrés. Qu'est-ce qui se passe alors vous me dites, voilà, due diligence, on regarde tout, etc. Mais voilà, on sait qu'il y a eu des problèmes sur les taux, en tout cas une forte augmentation. On peut avoir des fois des retards dans les travaux, des locataires qui ne sont pas là ou pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand une opération dérape? Comment vous la rattrapez? Alors effectivement, ce qui est clé, c'est au démarrage de l'opération, quand on l'a sourcée, on fait un gros travail pour déjà identifier les risques même potentiels qui peuvent arriver. Ça peut être des risques administratifs, des risques de travaux, des risques de taux, vous l'avez dit. Donc une fois qu'on a déjà identifié ces risques, c'est-à-dire qu'on peut travailler des scénarios. Donc nous, par exemple, sur toutes nos opérations, on a toujours un scénario B, voire un scénario C. Je donne un exemple. Récemment, là, on est en train d'acheter un immeuble qui est un immeuble de bureau à Paris, qui était occupé par une école. On va aller déposer un permis pour aller faire une résidence para-hôtelière. On a prévu quand même un scénario B, bureau, puisque c'est déjà une destination bureau. On a déjà un chiffrage, un permis qui est prêt. Donc, en fait, on prévoit plusieurs scénarios. D'accord. En fait, il faut toujours avoir un coup d'avance et anticiper ce qui peut se passer. Donc, je dirais que la qualité première, c'est l'agilité. L'immobilier, aujourd'hui, évolue vite. Il y a des tendances aussi dans l'immobilier qu'on peut voir, qui sont liées à des tendances sociétales sur l'évolution du bureau, l'évolution du co-living, l'évolution même du résidentiel, l'évolution sur les taux. Il faut savoir s'adapter rapidement pour transformer son immeuble éventuellement ou accélérer une vente si besoin. Enfin, voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont assez importants pour éviter le dérapage de trop. Et le scénario C, ce serait de revenir à une école? Ça peut être éventuellement de revenir à une école, effectivement. Ouais. Et là, pareil, on a vu la demande sur les écoles a pu être forte, a pu être moins forte à un moment donné. Il faut savoir s'adapter en fait à son marché. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et pas avoir un scénario, vouloir s'y tenir absolument à tout prix. Là, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur s'il y a le moindre grain de sable. Ouais, chez Letus Private Office, Alexandre Souly, vous concentrez aussi parfois sur des actifs complètement atypiques, forêts, sources, et puis vous m'avez dit l'hôtel aussi qui peut être un petit peu compliqué, hein, on l'a vu il y a quelques années. Comment évitez-vous justement que ça devienne un placement peut-être trop affectif, pas rentable ou illiquide? Je pense effectivement que le business plan, ça reste on va dire notre filet de sécurité, parce qu'un hôtel aujourd'hui, chez les grandes fortunes, c'est un peu le Graal sur la classe d'actifs immobiliers. Avoir son hôtel, c'est quand même une demande de nombreux de nos clients. Mais ensuite, quand on reçoit, les prix, ils ont quand même beaucoup augmenté sur cette classe d'actifs. Quand vous faites tourner un business plan, vous voyez bien si à 4, 5, 6 ans, ça passe ou ça passe pas, et on revient très vite à la réalité. Pour autant, on a la chance d'avoir des entrepreneurs autour de nous qui sont des gens qui ont réussi et qui ont une vision, et pour autant on leur fait confiance sur certaines voilà, on aime bien dire qu'ils ont la vista. On accompagne un client aussi sur la constitution d'un haras en Normandie. En tout premier lieu, on ne pensait pas que ça pourrait être une belle opération. Aujourd'hui, c'est un succès, donc il faut aussi pouvoir se faire confiance. Mais ce que je voudrais juste rappeler, c'est vraiment à chaque fois l'humilité, que tout le monde pense à bien s'entourer des bons experts. Parfois, ça a un prix, mais ça peut vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Ouais, vous avez raison de souligner que souvent, ces fortunes, c'est quand même des gens des capitaines d'industrie ou peut-être des entrepreneurs qui sont habitués à prendre du risque aussi. Il y a cette notion, ils discutent bien évidemment avec vous et ils sont conscients des risques. Exactement, parce que l'immobilier, pendant très longtemps, tout le monde a cru que c'était la valeur refuge, qu'on ne pouvait pas perdre d'argent. Aujourd'hui, le marché s'est retourné. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des club deals qui se passent mal et qui voient un peu l'envers du décor.
Donc il ne faut pas non plus se lancer les yeux fermés. Bien sûr. Et comme toute classe d'actifs, il y a des professionnels et il faut leur faire confiance. Benjamin Durand, vos clients, ils aiment souvent les mêmes emplacements, Triangle d'Or, Côte d'Azur, voilà, des emplacements prime. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surconcentration? Est-ce que parfois vous les challengez, vous leur dites, tiens, il y a peut-être un quartier, vous n'avez pas pensé, un quartier montant? Alors c'est un grand débat parce que effectivement tout le monde, enfin en tout cas toutes les grandes fortunes se concentrent dans les mêmes quartiers et ça crée un effet autoréalisateur finalement à la croissance des prix. Nous on travaille beaucoup donc dans le quartier central des affaires pour les bureaux, dans le 8e, voire même plus précisément que dans le 8e, dans le Triangle d'Or. On va travailler sur la Côte d'Azur, on va travailler sur un club deal à Saint-Barth en ce moment, donc là où se concentrent les très grandes fortunes, et les prix flambent. Alors il y a une décorrélation totale entre les prix de ces quartiers-là et le prix de 5 rues ou 5 pâtés de maison plus loin, qui n'a plus rien à voir. Et en même temps, on est bien placé pour voir que les inégalités sont de plus en plus fortes, que les grandes fortunes sont de plus en plus riches, et que ces emplacements sont de plus en plus recherchés. Quand vous avez un périmètre qui est très restreint comme ça, il y a de plus en plus d'acquéreurs fortunés qui choisissent à un moment de transférer le prix de leur entreprise dans le prix de la pierre, dans des emplacements très sécurs. Et c'est justement pour éviter que les club deals se passent mal, pour le scénario B et le scénario C, je dirais que la réponse c'est l'emplacement. Un club deal qui se passe mal, s'il est très bien placé, en réalité il suffit presque d'attendre et puis ça finira par bien se passer. Alors ce que négligent souvent les investisseurs, c'est le coût du financement, justement, on parlait de la dette, maintenant que les taux ont monté, il ne faut pas négliger le coût du portage immobilier qui peut faire qu'une opération qui avait un TRI attractif se transforme en un TRI proche de zéro à cause du coût de la dette. Mais en dehors de ça, sur ces emplacements très, très niches, on peut faire confiance à la croissance économique mondiale et à la concentration des richesses dans les mêmes endroits pour généralement avoir cette valeur refuge que recherche quand même un entrepreneur ou un capitaine d'industrie qui a cédé son entreprise et qui souhaite réallouer dans l'immobilier. Donc c'est cher et ça deviendra de plus en plus cher. Voilà, la stratégie d'aller dans des emplacements moins rentables, moins recherchés, et effectivement ça peut devenir un quartier recherché, mais c'est une vision un peu plus long terme, un peu plus risquée, qui n'est pas forcément celle de tous les clients. Messieurs, en guise de conclusion, je vais vous demander justement quelle serait la clé d'un un bon investissement immobilier haut de gamme aujourd'hui, une règle d'or à retenir. On commence avec vous, Paul-Éric Perchaud. J'aimerais être original, mais c'est vrai que la règle d'or, c'est vrai que ça reste l'emplacement. Mais pour essayer d'apporter d'autres éléments, je pense que c'est s'intéresser aux évolutions de la société, aux évolutions macroéconomiques. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes les tendances de l'immobilier, les crises comme les hausses, sont souvent liées à quelque chose qui s'est passé. On a pu le voir sur le bureau avec le Covid, on le voit sur la construction avec la crise en Ukraine. Enfin, on voit que l'approche de la société influence les consommations et les besoins en immobilier. Et donc, c'est ces signaux-là, qui peuvent parfois être des signaux faibles, qu'il faut savoir détecter pour anticiper les tendances à venir on l'a vu sur le co-living, sur le student housing, enfin, toutes ces nouvelles tendances, elles viennent d'une tendance de société. Donc en s'y intéressant de près, ça permet d'avoir en général un coup d'avance sur ce qui va se passer. Alexandre Souilly. Oui, l'emplacement c'est primordial, mais il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'avoir un marché aussi très international en termes d'investisseurs, et chacun arrive à prendre le relais de l'autre. On a eu, au moment de la crise en Ukraine, beaucoup de gens des pays de l'Est qui sont venus rapatrier leurs fonds et investir sur la Côte d'Azur. Il y a eu beaucoup d'Américains qui ont soutenu aussi les jolis quartiers à Paris, et je pense que ça va continuer, mais c'est des clientèles qui aiment l'ultra-luxe, et c'est ce qui fait la résilience sur le long terme. Aujourd'hui, c'est cette classe d'actifs qui a été très résiliente malgré la crise de l'immobilier en France sur les 2-3 dernières années. Et je pense que ça peut être un très bon conseil de se concentrer là-dessus. Benjamin, au bout de la fin. Oui, tout à fait. C'est le même constat. Donc l'emplacement qui prime pour ces clients-là, qui se concentrent. Je pensais, en vous parlant également aux stations de ski, la montagne, c'est souvent très prisé des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que Val d'Isère aujourd'hui vaut plus de 40 000 € le mètre carré, là où d'autres stations ferment et où l'immobilier vaut moins de 2 000 € le mètre carré? Il y a de la neige, mais il y a surtout un marché très international, effectivement, où ce sont les Brésiliens, les Américains qui viennent skier. Et quand on a les plus belles montagnes au monde, on peut le dire, c'est effectivement très prisé, et on peut imaginer qu'il y a un bel avenir
pour ces emplacements-là. Exactement, les plus belles montagnes, puis la plus belle ville du monde. Allez, voilà, Cocorico, soyons chauvins. En tout cas, il y a fort à faire et c'est vrai qu'ils continuent à s'y précipiter, nos amis à l'international. En tout cas, un grand merci à nos experts, Paul-Éric Perchaud, Mimco, Benjamin Durand-B, Durand Capital Partners, Alexandre Tsouli, Letus Private Office, pour nous avoir éclairé sur cet immobilier de haut de gamme, nouvelle frontière des grandes fortunes, qui n'arrête pas de nous fasciner. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine.